Et ça, je trouve ça malheureux parce qu'en fait, on est vraiment dans cette image de vendeur de rêve là et de cette Mm. société d'aujourd'hui où on est conditionné finalement par le il faut ou il le faut pas. Et alors forcément, en tant que coach, je suis anti-il faut. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Sur l'épisode aujourd'hui, je reçois Laure Daudier et Marie Périssou. Et avant d'expliquer le pourquoi du comment de notre rendez-vous aujourd'hui, déjà merci les filles de vous être rendues disponibles pour cet enregistrement. Je vais tout simplement vous inviter à vous présenter toutes les deux. Et donc, Laure, je vais te laisser la possibilité de le faire maintenant. Merci beaucoup, Pauline. Et puis, je suis ravie d'être avec vous deux. Donc, je m'appelle Laure Daudier. Je suis la fondatrice de Masque Boîte. Je suis maman de deux petits garçons. J'habite dans la banlieue de Bordeaux. Et je suis à mon compte depuis 2017 maintenant. Ça commence à faire. Et depuis un peu plus de 3 ans, je me consacre entièrement à la promotion et à l'accompagnement au slowpreneuriat. Donc, ce qui est désormais, depuis très récemment, 100% de mon activité. Je donnais aussi des cours jusqu'à très récemment en gestion de projet. Et je travaille, puisque ça va être un des sujets du jour, en moyenne 25 heures par semaine. Depuis maintenant, ça va faire 2 ans que je suis pleinement sur ce rythme-là. Ok, top. Est-ce que tu peux nous dire quand même, avant qu'on passe à Marie, enfin avant que je te donne la parole plutôt, Marie, qu'est-ce que tu entends derrière slowpreneuriat? Parce que je pense que comme ça, pour que ça Ouais. parle à tout le monde. Alors, le slowpreneuriat, c'est une manière d'entreprendre où on va chercher à faire les choses de la manière la plus sereine, durable et rentable possible. Et moi, je le positionne non pas au même niveau, tu sais, que freelance, TPE, PME, mais vraiment au même niveau que entrepreneuriat traditionnel et entrepreneuriat startup. C'est vraiment une manière de concevoir l'entreprise et d'y mettre des priorités dans laquelle la priorité, ça va pas être le profit, la croissance ou les clients, mais vraiment d'abord l'humain qui est au centre. Donc, on a parlé d'entrepreneur, puis s'il a Mhm. l'équipe, évidemment l'équipe, et aussi en parallèle avec les clients. Donc, c'est en fait, de plus en plus, je me dis que c'est l'entreprise, mais RSE par essence, tu vois. On construit autour de ces principes-là au lieu d'en faire une variable d'ajustement. Ok, trop bien. Du coup, automatiquement, le sujet sera passionnant avec toi puisque tu es en plein dedans, mais j'expliquerai le pourquoi du comment juste après. Merci beaucoup, du coup, Laure. Et Avec plaisir. Marie, c'est à toi. Merci, merci déjà de m'avoir conviée à cette table ronde et enchantée, Laure, de faire ta connaissance. Donc du coup, moi je suis Marie Périssou, je suis aussi maman, mais d'un seul petit garçon qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. On pourrait dire que j'en ai trois, mais je n'en ai qu'un, qui a 5 ans. J'habite en région rouennaise, donc en Normandie, depuis maintenant 2 ans et demi, et je suis la dirigeante de Rise and Shine Coaching depuis, pour le coup, 4 ans maintenant. Alors moi, ma mission, c'est d'accompagner les femmes principalement à vivre pleinement leur leadership, à prendre leur place et donc à travailler leur stratégie commerciale et marketing, mais à leur image, en travaillant leur syndrome de l'imposteur, souvent, et surtout pour redonner un peu la place aux femmes qui ont tendance à justement s'auto-saboter et à se freiner. Je suis une ancienne directrice commerciale et je suis formée au coaching, donc j'aime bien dire que ces deux ingrédients, je les mets dans une mallette et que ça fait la baguette magique de Mary Poppins. Et j'essaye d'accompagner au mieux mes clientes sur l'aspect mindset et sur l'aspect business. Par rapport au contexte du jour, je précise que je suis dans une région sans famille, donc je n'ai pas de soutien parce que ça va avoir un intérêt dans notre discussion, je pense. Et j'ai un mari qui a une activité qui lui prend beaucoup de temps, en tout cas avec des horaires très anormaux, on va dire, très étendus et week-end inclus. Ce qui est une petite précision, mais qui va pouvoir avoir son importance dans notre C'est discussion sûr. d'après, je pense. C'est plus qu'une petite précision, Ouais. à noter quand même. Écoutez, merci beaucoup les filles. Aujourd'hui, avec cet épisode, j'ai envie qu'on confronte un petit peu nos idées sur la question globale. Je vais mettre des grosses guillemets
Faut-il beaucoup travailler pour réussir? Encore une fois, c'est très large parce qu'on verra ce qu'on mettra derrière réussite, etc. Mais l'idée de cet épisode, il m'est venu d'une publication que j'ai postée sur LinkedIn il y a quelques semaines où je disais que, selon moi, il fallait arrêter de penser que c'était possible de faire décoller un business et donc de gagner sa vie assez rapidement en travaillant 2 heures par jour. Pour contrer un peu cette idée de qu'on entend beaucoup, il faut travailler peu. En fait, on a les deux injonctions aujourd'hui. On a l'injonction de il faut beaucoup travailler et on a l'injonction de non, non, tu peux te permettre de travailler 1 heure par jour et c'est bon, tu seras pépouze sous les cocotiers. Bref, volontairement, je marque un peu les deux sujets. Bien entendu, le sujet, pardon, il est plus subtil quand même que ça. Et si je vous ai invité toutes les deux, particulièrement, c'est parce que pour toi, alors, tu sembles, on va dire, défendre un type d'entrepreneuriat très slow. Mhm. Et toi, Marie, tu es maman et je sais que tu parles assez souvent de ta frustration de ne pas pouvoir faire autant de choses que tu voudrais et donc que tu as la sensation que ça te freine aussi dans tes ambitions. Je sais, hein, je me souviens, puisque Marie, pour reposer le contexte, tu as été l'une de nos membres du 3-6, donc je t'ai accompagnée pendant un moment et donc je sais que ça faisait souvent partie de tes frustrations. Bref, il y a pas mal de choses à dire et d'idées à confronter. Donc moi, la première question, elle va être simple et elle va juste lancer le débat. Est-ce que vous pensez que c'est possible de vivre de son activité en 6 mois en travaillant seulement quelques heures par jour? Tu veux que je dégaine? Tu peux dégainer. Euh, je pense que oui, dans l'absolu, c'est possible. C'est juste que ça va vraiment dépendre des situations et des cas. Et tu as bien introduit, je pense, la réalité aujourd'hui de ce qu'on vit quand on navigue un peu sur les réseaux et qu'on essaye de répondre à cette question, faut-il travailler dur et beaucoup pour réussir? C'est que ça va souvent dans les extrêmes. Et pour moi, il n'y a pas de, c'est pas très constructif en fait dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'à la fois se crever à la tâche, tous ceux qui y sont allés le regrettent. Donc en fait, quand on regarde un peu leur parcours, on se dit, en fait, finalement, c'était pas un bon plan. Et dans l'autre sens, tu as ces espèces de vendeurs de rêves, tu vois, qui vont, et souvent parce qu'ils vont vendre une méthode, un truc, tu vois, derrière, il y a toujours quelque chose de commercial derrière, un peu des formules magiques pour gagner beaucoup en faisant très peu. Moi, mon avis, il se situe plutôt entre deux, et c'est plus une question de c'est quoi ta réalité? Et en fait, ça part plus un constat, c'est plus un constat qu'un avis, c'est que j'ai observé plusieurs fois, et ça a été mon expérience aussi, des gens qui à un moment donné ont une contrainte de temps. Parce qu'ils ont une réalité de vie qui font qu'ils n'ont pas tellement le choix que d'arriver à se dégager un certain revenu dans un temps court en travaillant peu. Et ces personnes-là y arrivent. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est donc que quand on a un cadre comme ça qui est posé, on va beaucoup plus à l'essentiel souvent, on va faire des choix différents, on va faire plus de choix et on arrive à obtenir et à développer son business de cette manière-là. À côté de ça, des gens qui n'ont pas ces contraintes extérieures, souvent vont avoir plus de mal à le faire parce que justement, c'est à eux de poser le cadre et donc c'est ça qui va faire pour moi les variations. Donc oui, dans l'absolu, c'est possible. Après, il faut regarder plus au cas par cas et c'est toute cette nuance-là que je trouve intéressante d'amener. Ok, hyper intéressant, il y a plein de trucs à dire. Et toi, Marie, avec du coup ta réalité, etc., qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je partage grandement ce que vient de dire Laure. Je pense que c'est comme tout, ça dépend ce qu'on met derrière et ça dépend de la visibilité à 360 de la personne, de sa situation et de ses compétences aussi. Parce qu'on va aussi mettre les pieds dans le plat, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, pour beaucoup, c'est une reconversion. Beaucoup, en tout cas, c'est une généralité, hein. Et que du coup, on est souvent expert dans ce qu'on vend ou dans ce qu'on sait faire. Par contre, tout le à côté, le commercial, le marketing, la compta, etc., etc. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'il y a aussi ce facteur à prendre en considération, c'est que de vivre de son activité, c'est aller démarcher. Généralement, c'est savoir aussi développer ce qu'on sait faire de manière commerciale, c'est-à-dire que ça donne envie, qu'on arrive parce qu'on peut être très bon dans ce qu'on fait, mais après le donner à quelqu'un, le transmettre, c'est encore autre chose. Et tout ça, c'est des compétences qu'il faut aussi acquérir. Donc, dans les 25 heures, pour prendre on va dire comme ça, au pif, les 25 heures ou les 4 heures par semaine, hein, il y avait le livre, là, les 4 heures par semaine, etc. Et il y a la réalité de je sais faire ce que je fais, je le maîtrise et je peux le faire vite et je peux le faire très bien. Et comme tu disais, Laure, en général, le cerveau, quand il y a une contrainte, il va être beaucoup plus actif. Encore une fois, c'est une généralité, mais c'est prouvé qu'il va aller beaucoup plus vite à l'essentiel, comme tu dis, et qu'il va être dans la productivité.
Sauf que si derrière, tu as besoin de travailler certaines compétences de gestion au sens large, bah forcément, ce temps, tu vas devoir le trouver aussi. Et qu'il n'y a pas l'extension possible pour certains cas, encore une fois, parce que bah, ça va être aussi lié, comme on le disait, à la vie perso. Mm. Comme on dit, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que c'est des enfants en bas âge? Est-ce que c'est des enfants ados? Est-ce que c'est des enfants adultes? Etc., etc. Est-ce que j'ai un soutien familial? Est-ce que j'en ai pas? Est-ce que tout simplement, je me suis lancée à mon compte et je suis soutenue par mon entourage? Soutenue, juste soutenue? Ça nous donne des ailes d'être soutenu, alors que si on l'est pas ou que tout le monde projette nos peurs sur nous, bah, indirectement, le cerveau, il va se mettre en mode on. Et là, la rumination, on a beau avoir l'objectif de produire en 4 heures. Si le cerveau, il est en mode panique, bah, on Mm. va pas produire la même chose. Donc, je dis plus ou moins la même chose que Laure avec mes mots, mais je pense qu'il y a une réalité à prendre en considération qui dépend juste du statut et de la structure, mais qui va dépendre aussi des compétences de chacun et des appétences de chacun. Oui, complètement. Là, pour rebondir sur ce que tu dis, Marie, je crois que vraiment de faire un point justement sur c'est quoi ta réalité quand tu te lances, qu'est-ce que tu as un peu dans ton sac, tu vois, sur quoi tu peux compter. Et je crois que c'est peut-être là où il y en a beaucoup de ce que j'observe qui perdent du temps, c'est-à-dire qu'ils observent ceux qui sont plus avancés qu'eux et ils ont l'impression qu'il faut qu'ils développent absolument tout de suite toutes ces compétences-là, alors que, notamment quand on se lance, par exemple, on a besoin de trouver des premiers clients pour pouvoir après continuer à développer son business, mais en étant sécurisé sur le fait que, OK, j'ai au moins une offre, j'arrive à la vendre et c'est plus serein après de développer ça. Et il y en a énormément qui ont cette sensation qu'il faut d'abord qu'ils deviennent des machines commerciales, des machines de communication, etc. Et qui vont retarder, en fait, ils vont passer beaucoup de temps à développer ces compétences-là, mais sans passer à l'action concrètement sur bon, bah, je vais essayer d'aller, je sais pas, interroger quelques personnes qui pourraient être dans ma cible, voir quels sont leurs besoins, voir comment moi, à mon niveau, avec ce que je sais déjà faire, comment je peux y répondre et faire une première offre. En fait, c'est ce que j'ai mis ça le jour dans un post aussi, c'est que s'il y a une chose que n'importe quelle entreprise devrait prendre aux startups, c'est le concept de MVP, de Mm. minimum viable product, c'est-à-dire le but, c'est pas quand on se lance en business de tout de suite trouver son offre finale, même sa clientèle finale, c'est comment je fais pour avoir des premiers clients, me montrer que Mm. je suis capable de le faire et après bah, développer mon entreprise. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que souvent on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire des choses qui nous donnent peu de résultats. Et qu'il y en a beaucoup Ouais. qui, au démarrage, bah, en fait, vont chercher à améliorer leurs défauts au lieu de capitaliser sur ce qu'ils ont déjà. Et je crois que c'est ça aussi la clé. Mais pour ça, il faut déjà faire un point. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ma réalité? C'est quoi mes possibilités par rapport à ma vie personnelle? Par rapport au soutien? Si j'ai pas de soutien autour de moi, je sais que bah, peut-être je vais avoir besoin d'aller m'entourer euh, d'autres freelances, d'autres indépendants, parce que j'ai pas ça dans mon entourage. Et c'est faire un vrai point honnête sur je pars avec quoi. Ouais, non, complètement. Moi, je te suis complètement là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on a un challenge de 45 jours qui est fait juste pour construire son offre et trouver ses premiers clients. Certes, ce sera, et d'ailleurs, on l'appelle même l'offre starter, tu vois, parce que Ouais. c'est une offre starter. Bien sûr que dans 6 mois, dans un an, tu feras autre chose parce que tu te seras confronté à tes clients et que tu trouveras ton positionnement, entre guillemets, final, même s'il n'y a jamais de positionnement final parce que le positionnement évolue aussi. Mm. Enfin bon, bref. Mais c'est hyper important ce que tu viens de soulever parce qu'effectivement, je pense que ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs se mettent à travailler énormément d'heures, en tout cas pour ceux qui ont cette possibilité-là, et même aussi pour les gens qui sont déjà parents et qui travaillent, ils vont chercher les enfants à l'école et puis après tout de suite, ils reviennent sur l'ordinateur et puis ils bossent jusqu'à 23 heures. Enfin, il y a ça aussi. Et Ouais. je pense qu'effectivement, c'est à cause aussi de l'injonction, bah, il faut travailler dur et tout. Et le problème, c'est que les actions ne sont plus 80-20, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus d'impact, puisque, et en fait, tu Clairement. l'as, enfin, tu l'as hyper bien décrit. Et je voulais revenir justement, Laure, tu parlais des fameux vendeurs de rêves. Et justement, moi, mon post initialement sur LinkedIn, c'était un peu contre ces vendeurs de rêves, tu vois. Parce que le problème, c'est qu'on a ces fameuses deux injonctions. Donc, soit si tu travailles, entre guillemets, trop aux yeux de certains, on va te dire, ouais, bah, dans tous les cas, tu finiras en burn-out, et etc. Et puis, d'un autre côté, on va avoir non, non, mais tu peux complètement
très peu travailler et avoir quand même ce que tu veux. Sauf qu'en fait, je suis ni d'accord avec l'extrême de il faut travailler extrêmement difficile et tout le temps et jour et nuit, mais je suis pas d'accord non plus avec c'est bon, tu peux te permettre d'être chillax. Ouais, mais non, en fait. Tu vois, moi, je suis pas d'accord avec ce discours-là. Mm. Pour moi, c'est pas possible. Quand tu veux faire fonctionner une entreprise, il y a un moment donné, il faut que tu bosses, mon ami. Tu vois. Mais bosser, c'est pas forcément bosser beaucoup, hein. Tu vois. Oui, oui, oui. Et c'est pas forcément bosser dans la souffrance non plus. Non. C'est vrai que moi, ce qui m'avait fait réagir à ton poste, et d'ailleurs, c'est tombé sur ton poste, mais tu n'as été que le résultat, que le fruit de plein de postes. Mais c'est normal, c'est aussi mon métier d'aller dénicher ça. Et moi, je suis confrontée à une réalité que peut-être vous n'avez pas de votre côté. C'est que bah, forcément, les personnes qui ont envie, pour une raison ou pour une autre, d'entreprendre en travaillant moins, vont souvent venir me partager ce à quoi elles sont confrontées. Et en fait, ces discours, ces deux injonctions, ils les ont. Et très souvent, dans les contenus qui expliquent que bah, quand même, il faut bosser, ce sont des personnes qui se sentent, comme elles ne sont pas encore sûres d'avoir vraiment le droit de vouloir travailler moins, à chaque fois qu'elles rencontrent une publication et un contenu qui leur dit, non mais si, il va falloir bosser, leur interprétation, c'est tout de suite, oh, mais en fait, je n'ai pas le droit. Et donc, moi, c'est ça aussi que j'essaye d'amener quand j'ai réagi. Et je trouve ça intéressant d'avoir le débat parce que c'est d'amener de la nuance et de dire, bon, la réalité finalement des gens qui veulent bosser moins, c'est pas de bosser 2 heures par jour. Pour l'immense majorité, c'est pas ça. L'immense majorité des gens qui veulent travailler moins, c'est bah, j'ai fait un burn-out, j'ai des enfants, j'ai peut-être une maladie chronique ou juste j'ai un rythme, moi, habituel qui est plutôt lent, qui est plutôt slow, et je rentre dans cet écosystème de l'entrepreneuriat et je suis là, waouh. Alors attends, moi, je suis plus en mode paresseux que fusée, donc comment je fais? Donc, c'est des gens qui, à la base, euh, ont envie de ça, mais ne se sentent pas autorisés dans cet écosystème à le faire et qui sont très sensibles, du coup, à est-ce qu'on va pas me dire à un moment donné que je me plante? Et ça, c'est quelque chose que je comprends parce que à la base, moi, j'ai lancé ma slow boîte en mode bouteille à la mer, genre, suis-je la seule ou est-ce que je vais me planter parce que en fait, je me trompe et tout le monde a raison, il faut se crever à la tâche, sinon c'est pas possible d'y arriver. Donc, je comprends complètement ça et, je trouverais ça bien ouais, d'amener plus de nuances. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a aucune généralité. Je crois qu'il y a des gens qui y arrivent, qui ont des énormes succès en travaillant très dur. Il y a des gens qui ont des énormes succès en travaillant très peu et de manière très facile. Et il y a plein de gens entre deux. Euh, et je trouve que ce serait bien de pouvoir, que tout le monde puisse comprendre ça, de se dire, ben, je ne sais pas encore quel va être mon chemin, mais je peux savoir dans quelle direction j'ai envie d'aller. Et en mettant ça en parallèle avec ma réalité, bah, ça va me donner un peu plus de visibilité sur, bon, ben voilà, c'est sûr que si je veux faire 100 000 euros dans un an en me lançant, ça va certainement me demander d'avoir un certain business model. Est-ce que ce business model-là, je pense notamment des business models où on n'est pas, c'est pas corrélé autant, est-ce que ces business models-là, ça m'intéresse? Non, ok, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Ah, peut-être que j'ai une compétence ultra spécifique qui te demandé que je peux vendre très cher et que j'ai capable. Voilà, c'est un petit peu d'aller cocher un peu de façon jeu de piste, de voir bah, si j'ai un objectif qui est haut, mais pas beaucoup de temps et pas envie d'y mettre beaucoup de temps, je vais orienter mes choix en fonction de ça. Par contre, si je veux juste développer mon activité, gagner 3 000 à 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois, parce que moi, c'est ce qui me convient par rapport à la vie que j'ai envie de mener pour le moment, bah, j'ai plus d'options à ce moment-là, parce que j'ai moins cette urgence de je veux atteindre tel objectif. Et là, c'est pareil, qu'est-ce qui est le plus adapté à moi? Et c'est cette nuance, en fait, que j'aimerais qu'il y ait plus dans les discours sur euh, il n'y a aucune vérité pour moi sur est-ce qu'il est possible de. Bah, ouais, je crois qu'il y a tout. On pourrait toujours trouver des cas dans toutes les situations. Je me permets de rebondir, Laure, parce qu'il y a deux choses qui m'ont interpellée dans ce que tu as dit. Et je partage encore, je suis la reine du curseur. Moi, je parle pas de nuance, je parle de curseur. Je dis toujours, ça Oui, dépend où est-ce oui, qu'on met le oui, curseur. C'est un peu la même exactement. Je suis d'accord avec image. toi. C'est la même chose, ouais. Il y a deux choses. La première, c'est que tu dis que les personnes qui viennent travailler avec toi, c'est souvent qu'elles se disent bah, peut-être que je peux pas, j'ai pas le droit, entre guillemets, de vouloir travailler moins. Et ça, je trouve ça malheureux parce qu'en fait, on est vraiment dans cette image de vendeur de rêve là et de cette Mm, société d'aujourd'hui où on est conditionné finalement par le il faut ou il le faut pas. Et alors, forcément, en tant que coach, je suis anti-il faut mm, parce que c'est des belles injonctions, encore une fois, et que derrière, elles peuvent se matcher ou pas du tout matcher avec un milliard d'éventails de possibilités. Donc déjà, c'était mon premier point.
Pensez à vous, parce que ce qui est important, c'est vous, c'est votre boîte. Et si vous avez fait ça, normalement, enfin, si vous avez fait ça, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est que normalement, vous avez justement, j'espère, pesé le pour, le contre et que vous êtes recentré un peu sur ce qui vous animait et que vous savez pourquoi vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Et qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est pas tant ce que les gens ils disent qu'il faut ou qu'il ne faut pas faire, mais c'est ce que vous avez envie de faire. Mm. Après, la deuxième étape, du coup, le deuxième effet qui se coule, qui rebondit avec ce que tu as dit, c'est que pour moi, ça dépend de vos objectifs. Parce Oui, que tout à l'heure, on a dit bien vivre. Peut-être que pour moi, bien vivre, c'est gagner, comme tu disais, 3 000 € de chiffre d'affaires. Peut-être que pour quelqu'un, c'est 3 000 € de salaire, etc., etc. Donc, en fonction de l'objectif, ça va être encore une fois ce fameux curseur de savoir où est-ce que je le mets. Et aussi, en fonction de l'objectif, peut-être que ce n'est pas des objectifs de chiffres, parce que oui, peut-être que vous avez un héritage derrière, vous avez un mari qui soutient le foyer et que c'est un choix dans le foyer. Je ne sais pas, il y a un milliard de situations qui fait que. Et peut-être que l'objectif de chiffre d'affaires n'est pas celui-là. L'objectif, c'est de développer une équipe. Et donc, forcément, qui dit équipe dit moyens décuplés, ressources décuplées. Et qu'encore une fois, bah, pour le dirigeant, ça peut permettre de se focaliser sur l'essentiel avec peu d'heures par semaine, pendant que l'équipe travaille pour elle. Mais pour moi, le plus important, c'est où est-ce que vous êtes aujourd'hui et où est-ce que vous voulez aller demain. Et le demain, il se situe quand? Pour certaines personnes, il y a une urgence, je pense à certaines clientes qui ont le pôle emploi, tout simplement, et qui ont le chômage qui arrive à leur fin, et il leur reste 3 mois pour me donner un coup d'accélérateur, sinon derrière, elles peuvent plus payer leur loyer. C'est une réalité qu'il faut prendre en considération. Et dans ce cas-là, le rétro-planning n'est plus du tout le même que le oui, fameux je c'est veux clair. faire un 100 000 € dans 2 ans. C'est Donc, ça. voilà, c'était pour rebondir et développer un petit peu ça et un petit peu donner ce conseil de, ah, ça paraît très gourou quand je le dis comme ça, mais pour moi, c'est l'essence même du métier d'entrepreneur, c'est le fameux why en fait. Pourquoi vous avez fait Oui, ça et où est-ce que vous voulez aller? Et stop aux comparaisons. On vit dans l'ère des réseaux sociaux où on est bombardé quand même d'injonctions, de messages, de, d'envie aussi, hein, de jalousie, parce que bah, tu disais tout à l'heure, on voit X, Y qui travaille beaucoup ou qui travaille peu, on a envie de faire pareil, mais encore une fois, on ne montre que ce qu'on a envie de nous montrer, on ne dit que ce qu'on a envie de dire, et revenez dans la réalité, la personne qui compte le plus, c'est vous et vos équipes, si vous avez une équipe, bien sûr, et c'est ça qui va permettre de savoir, moi j'adore travailler par exemple, donc travailler beaucoup, parfois ça ne me dérange pas. oui, mais c'est ça. Et puis je crois qu'en fonction de ce qu'on fait et des tâches, hein, vraiment, et à quel point elles nous prennent de l'énergie, c'est pas tellement une question euh, d'ailleurs, de temps de travail. C'est plus une question d'énergie qui nous est, dépensée dans le travail. Et donc ça, en fonction des tâches qu'on va faire, bah, il y a des personnes, au bout de 20 heures par semaine, elles sont déjà au bout du rouleau parce qu'elles n'ont fait que des choses qui sont en sortie de zone de confort, en adaptation tout le temps pour correspondre à certains modèles, et elles sont complètement cramées. Et il y a des personnes qui vont faire 50 heures dans une semaine, mais que sur des choses hyper simples, hyper fluides pour elles. Elles sortent de la fin de la semaine comme si elles n'avaient pas bossé. Donc il y a ça aussi. C'est pas travailler moins, c'est pas que travailler moins de temps. Et c'est pour ça que Oui. c'est vraiment la notion de est-ce qu'il faut travailler beaucoup, c'est une chose, mais aussi pas forcément travailler dur, parce que travailler dur, c'est pas forcément qu'une question de temps, hein. C'est à quel point tu vas faire des choses qui sont difficiles pour toi, et les choses qui sont difficiles, elles prennent plus d'énergie. Et elles ne donnent pas forcément plus de résultats. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire travailler dur? Parce que parfois, le dur peut être le challenge et le challenge peut être motivant. Enfin, tu vois, je me fais l'avocat du diable, hein, Oui, non, non, volontairement. non, mais, non, non, mais tu as raison, mais ça dépend des, justement, c'est une question d'être très au clair sur quels sont nos leviers de motivation. Et c'est pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont être très dans le dépassement de soi, dans la compétitivité, et à la limite, ce sont les personnes qui aujourd'hui s'éclatent dans les startups, par exemple, parce que ça vient nourrir souvent, ça vient nourrir ça, et effectivement, il y a du challenge. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience de comment il faut prendre soin de soi autour, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ah oui, quand on décide d'aller se dépasser, il faut avoir conscience que le corps, il va prendre cher. Donc, c'est comment on fait en sorte de quand même qu'ils prennent pas trop cher. Mais comme quand des sportifs de haut niveau s'entraînent, hein, par exemple, hein, pour moi, on fait souvent des parallèles entre l'entrepreneuriat et le sport. Bah, s'il y en a un à faire, c'est ça, la personne qui prépare une grosse compétition sportive, elle ne se contente pas de s'entraîner. Souvent, elle va aménager aussi le reste de sa vie pour avoir une hygiène de vie et de l'espace pour pouvoir se remettre. Alors que les entrepreneurs, on a l'impression que non, non, c'est que boulot. Donc oui, il y a beaucoup d'énergie dépensée, mais personne parle trop de non, mais qu'est-ce que tu fais en dehors de ça, dans ta manière de t'alimenter, dans ta manière de bouger, dans juste les autres choses qui se passent dans ta vie pour qu'il n'y ait pas trop de sources de stress. C'est un non-sujet, on a l'impression, alors que ça joue.
Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais, Marie, travailler dur, souvent, c'est, tu sais, toutes ces injonctions aussi à il faut sortir de sa zone de confort. Ça, c'est celle sur laquelle je pense que je lutte le plus parce que c'est un outil, la sortie de zone de confort. Pour moi, c'est un outil qui permet de prendre des raccourcis, mais c'est une grosse source de stress qui a un vrai impact. Et on est tellement encouragé quand on entreprend à sortir de cette zone de confort comme si c'était l'outil miracle, c'est ce qui va te permettre de décoller, de machin, que tout le monde se dit, oh là là, si c'est trop simple, en fait, c'est que je dois pas être dans la bonne voie. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y Si a c'est aussi. trop facile, c'est que certainement, vous savez, avec toutes ces phrases de là où se situe la peur, se situe le chemin, etc., c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette espèce de glorification de la difficulté de si jamais c'est dur, c'est continue, persévère, tu es sur la bonne voie. Et ça donne plein de gens qui n'écoutent plus les signaux d'alarme et qui se disent, allez, c'est dur, j'en bave, j'ai peur, mais on m'a tellement dit que c'était là où se trouvait le chemin que j'y vais. Et en fait, bah, souvent, ils vont même juste passer à côté de ce qui ferait que leur business y marcherait, quoi. Parce qu'ils sont hyper focalisés sur ces signaux de difficulté et qu'ils interprètent comme c'est ça qui va me donner des résultats. Alors que c'est pas du tout nécessairement le cas. C'est pas une, en tout cas, il n'y a rien de magique là-dedans, quoi. Et puis, ça dépend, encore une fois, elle en a parlé tout à l'heure, Marie, ça dépend aussi des compétences, des appétences qu'on a initialement, parce qu'on peut être justement, par exemple, très bon dans quelque chose et avoir le début de son activité qui est très simple, parce qu'on croit toujours que c'est extrêmement dur, mais ça peut aussi être très Ouais. simple parce qu'on a des facilités, parce que, etc. Et c'est marrant parce que moi, je le vois ça en coaching avec les clients qu'on accompagne. Il y a aussi l'effet inverse. Il y a aussi le truc de ah, mais pour moi, c'est tellement facile et c'est tellement fluide que du coup, je n'ose pas me vendre. Ou alors, Mais bah, oui, j'ai l'impression que comme c'est pas dur, je mérite pas. En fait, il y a exactement. l'inverse total, quoi. Ah, mais c'est, en fait, c'est même ça l'effet. Et mais c'est pour ça que les gens travaillent dur, parce qu'ils ont l'impression que c'est trop simple et donc c'est pas normal. Mais c'est aussi, quand vous regardez les croyances dans lesquelles on évolue quand même depuis quelques décennies, on est vraiment dans la méritocratie qui est un petit peu la philosophie qui va avec le monde du travail depuis le siècle dernier. C'est ça, c'est à la fois il y a le bon côté qui est sympa du genre bah, tu peux partir de tout en bas et arriver tout en haut. Donc il y a vraiment cette espèce de partie espoir qui est intéressant. Mais l'autre effet pervers, c'est attention, si tu n'en as pas bavé, tu ne mérites pas ta réussite. Et donc des gens qui n'osent pas valoriser financièrement leurs talents parce que bah ouais, mais c'est des talents, pour eux c'est facile. Et oh là là, je vais quand même pas faire payer pour quelque chose qui est simple. Et Mm. c'est ça qui est dommage parce que pour démarrer, pour moi, c'est le meilleur moyen de démarrer finalement assez rapidement, c'est de se dire bah, qu'est-ce que je sais faire facilement, qui est simple pour moi et qui apporte de la valeur aux autres. Et c'est les premiers trucs à valoriser. Et Ouais. après, on a le temps d'apprendre d'autres choses et de monter en compétences, mais il faut d'abord s'appuyer sur ses propres tremplins. Et ça, on a beaucoup de mal. Il faut dire qu'on n'est pas éduqué à identifier nos talents à l'école, hein. Non, pas C'est pas vraiment. vraiment comme ça que le système est fait, quoi. Mais comme tu dis, c'est une question de société aussi, parce que pour faire le parallèle avec le salariat, finalement, c'est la même chose. Tous ceux Ouais. qui font les effets zèle de rester le plus longtemps possible au bureau ou d'arriver le plus tôt le matin pour montrer qu'ils travaillent. C'est vraiment Hmm. une croyance qui est généralisée ou généraliste, je sais pas, Ouais. en tout cas qui Généralisé, ouais. touche tous les statuts, tu vois. Et c'est un vrai problème parce que, comme le mot le dit, c'est une croyance et qu'il y a Ouais. plein de d'autres possibilités de faire pour dépasser cette croyance. Comme ce que tu disais sur la zone de confort, on est dans l'ère du développement personnel à outrance aussi, hein, on va Ouais. dire les choses clairement, et que du coup, bah, ça en fait des dérives. C'est comme tout. Dès qu'il y a un Ouais. sujet qui commence à avoir de l'aura et qui est plébiscité, et je suis la première à le plébisciter, hein, le développement personnel, mais encore une fois, la nuance, le curseur, où est-ce que je le Ouais. mets? Parce que ça m'a fait rire quand tu le disais tout à l'heure, j'avais la discussion avec une cliente vendredi sur la zone de confort. Et je disais, mais t'es sûr que tu veux le faire? Parce que si ça te stresse, ne le fais pas. En tout cas, pas tout de Hmm. suite ou pas comme ça. Elle me dit, non, non, mais ça me sort de ma zone de confort, c'est bien. Oui. Ça te sort de ta zone de confort, c'est bien. Pourquoi? Et est-ce que c'est toi qui le dis ou est-ce que c'est l'injonction qui le dit? Encore une fois, quelle est la motivation derrière à faire les choses? Il faut qu'elle soit très personnelle, même si ça demande parfois d'affirmer des choses que les autres autour ne vont pas forcément comprendre. Mais c'est là aussi où du coup on va se différencier, c'est là où on va imposer un avis, notre singularité, et moi je crois foncièrement à ça pour se développer, peu importe les compétences, etc. C'est qui on est, et on vient de le dire. Pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce qui nous motive et en quoi on est bon? C'est les premiers pas. Donc, toujours se recentrer là-dessus
et sortir de il faut que je sorte de ma zone de confort. Bah, est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu veux le faire comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une étape avant que tu pourrais envisager qui te procurerait moins de stress? Parce que le Mhm. stress est là à toutes les étapes aussi, il faut être Oui, honnête, complètement. faire en sorte qu'il ne bouffe pas. Qui ne bouffe pas, et puis c'est plus facile de passer au travers des épreuves, parce que oui, il y a des hauts et des bas quand on n'est pas déjà complètement cramé. Mais moi, il y a une question que ça me fait poser, et je serais intéressée d'avoir votre avis là-dessus, c'est que j'ai l'impression, quand on en parle, que tout ça, ça nous semble évident, et c'est des discours qu'on voit partout, et pourtant, il y a, malgré tout, les gens ont beaucoup de mal à l'appliquer. Et vous, de votre expérience avec vos clients, comment vous expliquez le fait que on a beau euh, appuyer ces discours, expliquer aux gens qu'il faut qu'ils partent d'eux-mêmes, qu'ils peuvent faire à leur sauce, qu'ils peuvent se prioriser, qu'il y a plein de chemins qui sont possibles. Et pourtant, on rencontre toujours les mêmes blocages chez nos clients bah, finalement, ils suivent le mouvement général et qui les mène un peu droit dans le mur et ils vivent vraiment ces injonctions-là. C'est quoi votre ressenti là-dessus? Moi, je pense que c'est parce que les réussites qui ont le plus de visibilité sont toujours celles qui ont travaillé dur, ont gravi les échelons, ils sont partis tout seuls, un peu les self-made. Hum, Euh, Alors qu'il y a plein d'autres modèles qui réussissent tout autant, mais c'est juste que peut-être on les voit moins sur les réseaux sociaux. Parce que ça, moi, par exemple, je le dis hyper souvent. J'ai l'habitude de le dire, je le dis sur Instagram, je le dis dans mes emails, je le dis partout. Il y a vraiment des millions de boîtes qui gagnent des millions et qui ne font pas autant de bruit que toutes les grosses ouais, têtes qu'on voit sur LinkedIn et sur Instagram, en fait. Donc, parce que complètement. on montre que un chemin. Tu vois, enfin, en tout cas, celui qui est le plus visible, c'est toujours le même. Et donc, du coup, je pense que ben, naturellement, je vais nous englober dans Hum, l'eau. On peut être très facilement amené à se dire, bah oui, forcément, il faut forcément travailler dur pour réussir, parce hum. qu'un tel a travaillé extrêmement dur, parce qu'un tel a fait ci, parce qu'un tel a fait ça, mais on n'a pas les autres exemples. Oui, on n'a pas Alors, trop d'exemples de gens qui osent dire, par exemple, bah, moi j'ai réussi et franchement, j'en ai pas bavé, quoi. Et limite, est-ce que ça serait bien pris, quoi? Est-ce que ça serait accepté, ça, comme genre de discours? Est-ce que ce serait cru? Parce qu'il y a le fait de remettre Ouais. en question aussi, de dire c'est un argument marketing. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Mhm. j'ai entendu ça. Oui, mais enfin, elle dit qu'elle travaille que ça, mais parce que finalement, ça le fait vendre son produit. Donc, il y a toujours cette part après Mhm. de réalité versus Instagram, bon, je mets des guillemets, hein, oui. qui fait que est-ce qu'on dit ça parce qu'on le pense et parce qu'on le fait et qu'on se l'applique à nous-mêmes et donc, du coup, ça va inspirer les autres. En tout cas, c'est ce que je souhaiterais, moi, à mon petit niveau. Et toutes les autres personnes qui, par jalousie, par peur, par croyance, par plein de raisons probablement très justes, vont remettre en question ce discours parce qu'il fait trop lisse, trop beau, trop fake en fait. Et du coup, bah, on va pas s'identifier à ça parce qu'on va se dire que la personne, elle pousse le bouchon, entre guillemets, pour faire vendre son truc, quoi. Mhm. Ouais, oh, ça dépend si elle a quelque chose à vendre là-dessus aussi, c'est peut-être ça l'enjeu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a à vendre, enfin, par exemple, quelqu'un comme moi, tout simplement, hein, qui vend de l'accompagnement à un entrepreneuriat plus serein, je pourrais comprendre que les gens se disent, ouais, mais c'est peut-être un argument marketing. Mais si c'était des freelances, des indépendants qui vendent complètement d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas leur manière de travailler, mais qui osaient dire, bah, je sais pas, moi, je suis community manager et aujourd'hui, moi, j'ai développé mon activité, mais easy peasy, ou les doigts dans le nez, ou je sais pas, je suis artisan. Enfin, ouais, en fait, c'est plus des exemples de gens qui n'ont pas ce modèle de travail à vendre. Ces gens-là, on les entend jamais, alors qu'ils existent, quoi. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte d'un truc, par exemple, c'est que dans les gens autour de moi qui sont à leur compte, ceux qui se développent le plus facilement avec le moins de prise de tête, ce sont ceux qui ne se sont jamais fait accompagner et qui ne vont pas sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas rentrés dans un parcours d'accompagnement à l'entrepreneuriat par la CCI, la Chambre des métiers, etc. C'est-à-dire des gens qui sont partis, mais alors plus à la rage du monde, mais finalement, mais qui n'ont pas été exposés à toutes ces injonctions. Et ça, Mm. moi, pour moi, je me suis dit, mais il y a quand même un truc. C'est-à-dire que si, en y allant solo, genre, bah, je fais mon truc et je me concentre sur mes clients, je verrai bien, finalement, ces gens-là, bah, il y a des hauts et des bas, hein, mais comme dans n'importe quelle partie de la vie, mais vraiment,
ils ont développé et en mode, bah oui, oui, bah, je sais pas, j'ai juste sorti une offre, trouvé des clients et Hmm. ah, Bah, vraiment pas la même histoire, quoi. tu vois, ça me parle ce que tu dis parce que moi, je te dirais, les 2 premières années de mon activité, franchement, ça a été relativement facile. Et alors, quand je dis relativement facile, bien entendu, j'ai démarré comme tout le monde. Les premiers mois, j'avais des up and down. J'ai fait 200 euros, j'ai fait 500, j'ai fait zéro. J'ai passé comme tout le monde, mais ça n'a pas duré des années. Et pourtant, tout le monde m'avait dit, attention, tu pourras jamais vivre de ton activité avant au moins 2 ans ou 3 ans. Et en fait, j'avais ça dans ma tête. Et du coup, Ouais. moi, je me suis dit, non, non, moi, je veux vivre de mon activité assez rapidement. Quand je dis vivre de mon activité, je voulais au moins faire 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tranquille, on va dire. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, après 6 mois, j'étais déjà à 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, j'en parle sur les réseaux, mais c'est vrai que Hmm. c'est pas forcément toujours ce que je mets en avant parce que, j'ai pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un pour qui tout a été facile alors que c'est pas vrai, tu vois. Mais aussi parce que, pour moi, malgré tout, j'ai pas travaillé beaucoup, mais Hmm. j'ai travaillé là où il fallait que je bosse. J'ai le fameux 80-20 pour avoir ces résultats-là. Et je me souviens très bien que dans les premières années, je sais plus, j'avais été invitée à une sorte de sommet. Et en fait, on m'avait dit, non, mais de toute façon, quand j'expliquais ça, on m'a dit, non, mais de toute façon, c'est pas possible. C'est ce que disait Marie, justement. Non, c'est pas possible. Tu as forcément connu des échecs. Et à ce moment-là, en tout cas, entre-temps, pas de souci, hein. J'en ai eu des échecs dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas eu de problème. Mais, mais Mais c'est ça, les trucs arrivent, hein. oui, ça finit par arriver de toute façon. Mais c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup ça. Oui, mais de toute façon, avant de réussir, il faut échouer. Pas toujours. Alors, pas toujours, en Bah non. fait. Voilà, c'est ça. Mais non, Pas toujours. mais non, en fait, c'est ça. C'est pas la Ça, réalité, hein, c'est des croyances. C'est ce que disait c'est Marie tout exactement à l'heure. ça. Et du coup, ça rejoint ce que disait Marie, où Marie disait, bah oui, mais il y a aussi des gens qui vont pas te croire. C'est-à-dire que tu vas leur dire, bah ouais, moi j'ai gagné ma vie assez rapidement, entre guillemets, au bout de 6 mois, c'est bon, je gagnais bien ma vie et tout. Et j'ai pas eu de difficultés particulières. Oui, ça a été relativement difficile, mais parce que ça fait partie du chemin et c'est pas si étonnant que ça non plus, mais ça n'a pas été ultra difficile. Et les Mm. gens ne me croyaient pas. Les gens me disaient, non, mais c'est pas Bah, possible, tu as forcément eu des échecs. Ah oui, bah, avant Ouais. d'entreprendre, en tout cas à ce moment-là, oui, j'en avais eu plein des échecs. Mais les 2 premières années d'entrepreneuriat, ce serait faux, ce serait mentir de dire que j'ai connu des échecs. Non, les 2 premières années, ça allait, quoi. Ouais, ça allait, quoi. Ouais, ouais, ouais. T'as pas souffert, t'as pas eu l'impression que, Non. oh là là, l'entrepreneuriat, quand même, faut s'accrocher, machin, Ouais. etc., quoi. Même si c'est aussi une Ouais, ouais. réalité pour d'autres. Il y en a qui le vivent comme Oui, ça. Moi, mais bien, oui, 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 bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, tu vois, comme tu disais, on t'a dit, attention, ça va être dur, et c'est exactement ce qui se passe dans énormément de structures qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Et moi, j'ai une petite théorie là-dessus, Hmm. c'est que s'il y a plein de gens je sais pas comment appeler ça, c'est une sorte de prophétie qui s'auto-alimente. Enfin voilà, enfin, en tout cas les gens auto-alimentent. Et ce que je vois par exemple beaucoup, c'est dans toutes les institutions qui accompagnent donc les chambres le pôle emploi, etc. Et les parcours qui sont donnés. Moi j'y suis passée, je crois que je les ai fait à peu près tous. Et à chaque fois, j'ai eu ce discours pour démarrer. Attention, ça va être dur. Attention, vous allez en baver. Attention, il va falloir bosser beaucoup. Genre, êtes-vous vraiment prêt à l'épreuve que vous allez traverser? Donc déjà, tu es là. Ok, alors moi, je suis juste arrivée avec mon idée à la base. Et j'ai un peu l'impression que ces gens-là, ils mettent tellement dans la tête des gens qui, au départ, arrivent sans forcément l'a priori que ça va être dur, que est-ce qu'ils ne développent pas la croyance que comme ça va être dur, les gens font en sorte que, quelque part, on m'a dit que c'était dur, donc si c'est trop simple, c'est que c'est pas la bonne voie, donc je vais me rajouter des choses, donc je vais me rajouter du travail, etc. Et ces gens-là reviennent après vers ces conseillers en leur disant, ah, vous avez raison, c'était vraiment dur. Ah ouais, j'en ai bavé. Ah, effectivement, j'ai des difficultés, etc. Ce qui vient les conforter dans leur idée que la preuve, c'est dur, puisqu'après tous les gens à qui je dis ça, quand ils reviennent, ils me confirment que oui, effectivement, c'est dur, et ça perpétue un espèce de truc comme ça. alors Hmm. moi, j'ai l'effet inverse, tu vois, c'est marrant, parce que alors, je ne veux pas jeter de la pierre aux institutions ou quoi que ce soit, mais la réalité, c'est que moi, j'ai l'inverse. J'ai eu beaucoup dans mes accompagnements depuis 4 ans, du coup, des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat parce qu'on leur a dit c'est facile. C'est facile, tu as une idée, tu sais faire ci, bah vas-y, lance-toi, tu vas en vivre. Et du coup, moi, vu que je suis là pour développer les business des gens, généralement, si je les récupère, c'est que ça n'a pas été si facile que ça. En tout cas, ils n'ont pas récolté les résultats qu'ils souhaitaient récolter. Donc, c'est intéressant parce que du coup, les discours sont radicalement différents entre ce que toi, tu peux avoir et ce que moi, je peux Mm. avoir.
Et la réalité, c'est que, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas un cas qui est meilleur qu'un autre, il n'y a pas un cas qui est la vérité et l'autre qui ne l'est pas. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des jobs aussi, tout simplement, en fait. Parce qu'entre quelqu'un qui fait juste, je mets des guillemets, de la prestat de service et quelqu'un qui lance un entrepôt avec des produits, du stock, etc., l'enjeu n'est pas le même, la gestion n'est pas la même. Et encore une fois, là, bah, le côté dur va pas être le même non plus. À son niveau, enfin, au niveau de chaque personne. Peut-être que ce sera beaucoup plus facile pour l'entrepôt que pour la prestat de service, alors que moi, de mon point de vue, j'aurais tendance à dire l'inverse. C'est une perception. Oui, oui, complètement. Mais je pense que le fait qu'on n'ait pas les mêmes échos, c'est aussi normal parce qu'il y a un biais d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on récupère chacun les gens qui ont des problématiques spécifiques et qui vont du coup nous ramener ça. Donc, mais ça montre qu'il y a de la diversité et finalement qu'il n'y a pas de Ouais. généralité. Il n'y a pas de vérité absolue. Et là, oui, ce que tu disais par rapport aux entrepôts, ça, moi, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup parce que aujourd'hui, mais dans le soloprenariat, j'ai surtout des clients qui sont des indépendants. Et quand je discute avec des chefs d'entreprise, souvent, leur frein, c'est de me dire, bah oui, mais c'est possible pour les indépendants parce que justement, vous avez complètement la liberté enfin, vous maîtrisez tout le processus, mais moi, je peux pas parce que j'ai une équipe, parce que j'ai des fournisseurs, etc. Et en discutant avec eux, ce qui est rigolo, c'est qu'on se rend compte que finalement, on va aussi vers la typologie d'entreprise qui nous correspond et le format qui nous correspond. Et à partir de la même mission, moi, c'est une discussion que j'ai souvent avec mon amie Marina Larry qui tient le concept du Cocon, qui est un coworking crèche à Bordeaux et qui œuvre vraiment sur la problématique des parents entrepreneurs. Voilà, bah, Marine, typiquement, c'est une discussion qu'on a souvent et je lui dis, mais toi, donc elle a des salariés dans la crèche et au coworking, je dis, mais toi, tu as choisi de t'attaquer à cette problématique des inégalités entre hommes et femmes qui sont entrepreneurs et qui ont des enfants, puisque là-bas, c'est l'origine de son projet. Tu as décidé de t'y attaquer en montant un business avec des salariés, une structure, etc. Mais si tu n'avais pas été du tout le genre de personne à avoir envie de fonder une marque, de fonder une entreprise traditionnelle avec des salariés, tu aurais pu trouver une autre voie qui aurait pu être en tant qu'indépendante, en tant que consultante, etc. Ou dans la tech, en tant que startup. Il y a plusieurs voies pour une différente mission. Et je crois que quand on s'écoute, on sait choisir aussi le format d'entreprise qui va nous stimuler. Malgré tout, il y a aussi des gens qui malheureusement sont un peu poussés dans des formats d'entreprise qui en fait sont pas du tout ceux qui leur conviennent. Si tu n'as pas du tout envie si tu n'adhères pas au modèle startup et que tu atterris dans un incubateur de startup où ils t'expliquent que c'est la meilleure solution, oui, il y a aussi des gens qui sont pas alignés par rapport à ça. Mais quand on s'écoute, je crois qu'on va vers ce qui est le plus épanouissant et le plus facile aussi pour nous, même si c'est pas du tout le cas. Moi, quand je la vois et quand j'entends ces problèmes RH, je suis là. Alors, moi, je veux pas ça, tu vois. Mais c'est intéressant. Et, euh, et ouais, faut se faire confiance aussi là-dessus. Il y a plein de formats qui existent. Et quel est celui qui nous appelle le plus? Et c'est déjà un premier pas vers plus de simplicité. Et c'est là qu'on souffre moins aussi dans le processus. Ouais, d'où l'importance du travail de vision, hein. Moi, Ouais. on peut dire que je fais chier tout le monde avec ça parce que j'en Ben parle non, mais tu as très raison. souvent. J'en parle très souvent, mais l'important, c'est de construire une entreprise qui soit alignée avec la vie que vous avez envie d'avoir. Et automatiquement, ça finira toujours par vous rattraper si vous construisez quelque chose, un projet entrepreneurial, quel qu'il soit, si vous construisez un projet entrepreneurial qui va à l'encontre de ce que vous avez vraiment envie au Ouais. fond. Alors après, c'est OK, hein, ça arrive de se tromper, tu vois. Et parfois d'ailleurs, il faut des fois se tromper avant de finalement se dire, bah, c'est ça que je voulais faire. Non, mais c'est vrai, je veux dire, ça Mais il potentiellement, faut ça peut. savoir ce qu'on veut pas. Il faut expérimenter ce qui nous va pas des fois. Ouais, parfois, il faut expérimenter. Mais maintenant qu'on est OK, en fait, en réalité, on est d'accord toutes les trois. C'est-à-dire qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a une nuance, que c'est pas pareil pour tout le monde, que ça va dépendre d'énormément de facteurs. Et j'ai quand même envie de poser la question à Marie, puisque on s'est dit, OK, on est d'accord, il ne faut pas forcément travailler hyper dur, ce n'est pas forcément toujours vrai, et il ne faut pas forcément, des fois, on ne peut pas se permettre non plus de travailler peu, il faut quand même travailler un petit peu. En gros, je grossis l'idée. Maintenant qu'on est d'accord là-dessus, Marie, moi j'ai envie de te poser la question parce que je sais que pour toi, à certaines périodes, pour certains projets, tu as pu te sentir freiné par le fait que tu avais des obligations familiales qui t'empêchaient, entre guillemets, c'est ça en tout cas ce ressenti-là, d'assouvir tes ambitions.
comment t'es aujourd'hui par rapport à ça? Et du coup, ça repose la question, tu vois. Ça repose la question qu'on vient de poser, en fait. Bah, en fait, c'est pareil et c'est une vraie dualité. C'est-à-dire que moi, pour mon pourquoi, justement, de la création de mon entreprise, c'est parce que je voulais un enfant et que dans ma vie d'avant, je savais que ce n'était pas compatible, ou en tout cas, la manière dont je voyais la vie familiale n'était pas compatible avec mon travail d'avant, puisqu'en grosso modo, pour vulgariser, j'étais dans les avions tout le temps. Donc, si Mm. je voulais un enfant, je voulais pas qu'il soit gardé par une nanny, je voulais avoir du temps de qualité avec cet enfant. Donc, mon pourquoi, au-delà de ma mission vraiment de pourquoi Rise and Shine, c'était déjà par rapport à ma vie perso, et puis c'est une succession d'opportunités personnelles qui ont fait que. Donc, et ça, je me le rappelle tout le temps, d'où l'important de travailler son why aussi, parce que justement, dans mes moments de frustration de ne pas pouvoir travailler comme je le voudrais, eh ben, je me rappelle toujours de n'oublie pas que si tu es là aujourd'hui, si tu as la chance et l'opportunité d'être à la tête de cette entreprise, c'est parce que tu voulais du temps de qualité avec ton fils. Donc, entre guillemets, je vais vulgariser, ne lui fais pas porter le chapeau de ta frustration et de la lenteur du développement de ton activité, parce que c'est pour lui indirectement que tu l'as fait. Mais la réalité, c'est que je vis dans une perpétuelle dualité. C'est clair et net. D'une part, parce que je veux du temps de qualité avec lui, mais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'adore travailler. Donc, c'est un bonheur pour moi. Je suis pas une personne avec des passions ou j'ai pas de loisirs. J'aime pas la poterie plus que ça, le sport plus que ça, etc. Donc, mes temps calmes, en fait, soit je les passe à apprendre parce que ça me nourrit profondément, soit à lire, et souvent des livres orientés business quand même, alors aussi un peu des romans, mais quand même, il y a toujours un lien avec le business, en fait. Donc, pour moi, quand je dois passer plus de temps avec mon fils parce qu'il y a la grève, on sait pourquoi je dis ça maintenant, ou eh ben, je me sens en fait couper l'herbe sous le pied parce que je me dis mais c'est pas OK parce que j'ai envie de faire ça, 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 et je me mettais une joie immense à faire ça, 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 et là en fait je peux pas. Donc la frustration, elle arrive à ce moment-là. Et C'est pas travailler dur dans le sens il faut que je m'épuise, c'est pas du tout l'idée, mais bien vu sûr. que ma vie fait que ma journée lambda, elle est quand même assez réduite entre le début de l'école, la fin de l'école et tout ce qu'il y a à côté, bah oui, parfois je me dis si j'avais pas d'enfant, et c'est horrible à dire parce que j'ai fait tout ce choix pour mon enfant, mais il m'arrive de penser, et je le reconnais, de me dire si j'avais pas d'enfant, je sais que je serais déjà à un niveau supérieur. Et c'est là où je reviens sur le pourquoi j'ai fait tout ça et que je suis OK à dire ça va prendre plus de temps que certaines personnes parce que pour moi, encore une fois, qu'est-ce qui m'intéresse moi? C'est de pouvoir voir mon enfant grandir, c'est de pouvoir passer du temps de qualité avec lui. Et même si parfois je n'y arrive pas, j'arrive à me balancer comme ça. Mais la dualité, elle est toujours là et je pense qu'elle le Alors, du sera coup, toujours parce qu'il est en bas âge. du coup, on est d'accord que tu sous-entends que si tu avais plus de temps, ton business serait pas là où tu en es aujourd'hui. Peu importe, tu vois, là où tu en es, mais il serait, à ton avis, un peu plus là où tu voudrais qu'il soit. C'est ça que J'en tu suis sous-entends. convaincue. J'en suis convaincue. Laure va pas m'aimer, mais j'en suis Ok. convaincue. Ah non, Ben, non, pas du tout. mais du coup, c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est Non, mais c'est intéressant, fondé, tu vois. c'est fondé ce que je dis. C'est pourquoi j'en suis convaincue, parce que je le vois bien. Quand entre une semaine normale où je peux être productive et avancer sur mes dossiers parce que tout va bien dans le meilleur des mondes et il va à l'école et chacun est à sa place, entre guillemets, j'avance comme je le veux. Ça ne veut pas dire avancer super vite ou souffrir encore une fois. C'est juste que entre ce que je veux faire et ce que j'arrive à produire, c'est nickel parce que j'ai cette pression, comme on disait tout à l'heure, de j'ai tant d'heures disponibles, donc je vais le faire. Mais la réalité, quand tu es maman, et là pour le coup, Laure, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est Mm. qu'il y a une part d'imprévu qui existe chez tout le monde, mais qui existe encore plus chez les mamans. Parce que entre le petit virus, la crèche, pas la Ouais. crèche qui t'appelle parce qu'il est malade, ou l'école, les grèves, les loisirs, les sports, les machins et tout, c'est une réalité qui fait que finalement, par rapport à le non-enfant, bah, tu gères pas ton temps pareil. Donc, sur une semaine qui n'est pas normale, mais qui va vivre ses imprévus, ma réalité de productivité, elle est forcément touchée, impactée, quoi. Mais je te rassure, je comprends complètement ton discours. Si ça peut te rassurer, mon heure de flow, c'est entre 17h et 20h. Autant te dire que je n'en profite pas souvent. Tu m'étonnes. Voilà, une fois, un Effectivement. mercredi tous les 15 jours, de temps en temps, j'ai droit, je suis là, oui. Donc, mais et je comprends complètement la frustration et même si aujourd'hui, moi, j'ai un temps de travail qui est réduit, mais qui est plus lié, moi, d'ailleurs, au temps de travail comment dire, où je préserve la meilleure
de ma productivité, on va dire, que par rapport à mes enfants, puisqu'en l'occurrence, j'ai une amplitude horaire qui est plus large que mon temps de travail. Donc, c'est pas que ça, mais ça m'arrive des fois d'être en plein dans un truc et de me dire, eh merde, il faut que j'aille chercher les enfants. Et je comprends complètement la frustration. Et, euh, et pour moi, ça n'empêche pas. C'est-à-dire que finalement, moi, ce que je comprends de ce que tu dis, Marie, c'est que au-delà d'atteindre tes objectifs plus vite, en fait, tu aimes passer du temps au travail. C'est deux choses qui peuvent être différentes. C'est-à-dire que tu pourrais même être à l'aise avec le rythme auquel tu développes ton entreprise. Moi, je sais que c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé, en l'occurrence. De me dire, alors pas forcément alors par rapport aux enfants, parce que oui, c'est sûr que c'est ma réalité, mais aussi parce que je me rends compte que j'ai besoin d'un temps pour m'adapter au changement de posture, par exemple. Et donc, bah, quand on développe son business et qu'on atteint certains paliers, ou qu'on acquiert plus de notoriété, etc. C'est des changements de posture où moi, je me rends compte que j'ai besoin que ça aille pas trop vite. Donc, j'ai accepté que mon entreprise se développerait à un rythme assez organique et pas en hypercroissance, et je suis très à l'aise avec ça. Mais dans ce que tu dis, toi, c'est ça, c'est travailler sur cette acceptation-là, mais surtout, en fait, tu as l'air de kiffer juste le moment, tu as juste l'air d'aimer, indépendamment d'à quel rythme tu atteins tes objectifs, en fait, tu aimes le temps que tu passes au travail. Et donc, c'est normal pour moi que tu sois frustré comme ça, et c'est pas forcément un lien direct avec à quelle rapidité on se développe, ou est-ce qu'il faut travailler beaucoup pour réussir. Tu as juste envie de passer du temps. Moi, j'adore passer du temps à faire de la poterie, par exemple, tu vois. En fait, et d'ailleurs, on peut aussi travailler, vouloir travailler pas trop, mais adorer ça. C'est comme tout, c'est dans l'excès. Je veux dire, moi, j'adore les pâtes, mais si je mange tous les jours, au bout d'un moment, voilà. Et c'est pas pour ça que j'aime pas ça. Donc, on peut aimer travailler et ne pas vouloir travailler 50 heures par semaine. C'est pas, enfin, tu vois, faut pas enfin, pour moi, Mais c'est pour pas en justifier qu'on a envie de travailler en disant qu'on aime ça. Bah, on peut aussi aimer son travail et pas forcément envie de travailler trop, quoi. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que dès le début, j'ai dit, moi, par exemple, j'adore travailler avant même qu'on arrive à cette Ouais, question-là. Mais par contre, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est justement l'image des autres. Moi, et ça rejoint un peu ce que disait Pauline tout à l'heure sur le fait de, au début, je me suis développée facilement, on met des guillemets encore une fois, et que ça roulait et que j'avais pas besoin de travailler plus parce que j'avais le réseau, j'avais les compétences. Ma vie d'avant m'aide à développer mon business aujourd'hui, on en est clair. Je travaille, j'ai toujours travaillé beaucoup parce qu'encore une fois, j'aime travailler beaucoup. Mais par contre, les réponses, les témoignages, les jugements même que je vais dire que je peux recevoir peuvent être très violents. C'est-à-dire, mais toi, tu travailles tout le temps, mais de toute manière, tu sais pas t'arrêter. Mais t'en fais, c'est impossible que tu arrives à avoir ces résultats-là en faisant ça. De toute manière, toi, tout te réussit. Tu me fais peur, je veux pas travailler avec toi. Je l'ai eu ça récemment parce que tout te réussit. Et en fait, tout ça, et quand je creuse, c'est parce que je travaille beaucoup. Mais encore une fois, non. Et ça veut dire quoi, travailler ouais. beaucoup? Voilà, c'est un kiff. Pour toi, c'est pas un kiff, donc le fais pas. Et enfin, je suis désolée, j'ai l'impression que je répète avec d'autres terminologies, mais la réalité, c'est juste que moi, c'est mon kiff. Et donc, je vais être un peu cash, mais laissez-moi kiffer, quoi, tout Ben oui, simplement. oui, mais bien Bien sûr. sûr. Après, ça ne veut pas dire que vous allez travailler avec moi, je vais vous imposer ce rythme-là, et bien au contraire, encore une fois, je vais faire tout ce travail qu'on conseille depuis tout à l'heure, de revenir à l'essentiel, à l'essence même du pourquoi on fait ce travail et comment le rythme que vous avez est le bon pour vous. Pour moi, ça parle aussi de comment comment dire, je vais essayer de formuler ma phrase clairement, mais ces gens-là, finalement, c'est comme si notre exemple, ils le prenaient comme une injonction en tant que telle. C'est-à-dire que le fait de partager son expérience d'entrepreneur, les gens, il y a certaines personnes, parce que je pense que ce n'est pas le cas de tous, mais qui se disent, ah là là, si tu me partages ton expérience, ça veut dire qu'il faut que je fasse comme toi, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est aussi une question pour moi de comment on partage nos expériences, et c'est important, je crois, de mettre un peu des warnings en disant, bah, voilà comment moi je me suis développée. Et ça a marché pour moi parce que j'aime travailler, parce que je fonctionne comme ça, parce que ma réalité, ça est comme ça. Et donc, quelque part, le fait de mettre un peu ce contexte-là, ça permet que les personnes, elles vont écouter ces témoignages-là en se disant, bah, en fait, moi, je coche pas ces cases-là. Donc, bah, je prends ce que j'ai à apprendre, mais je ne j'ai pas à me sentir comme si on me donnait une leçon, en fait. C'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi tellement d'entrepreneurs qui partagent leur expérience comme si c'était une vérité absolue et c'est comme ça qu'il faut faire. Et bah, ma méthode, ça a marché pour moi, ça marche pour mes clients, donc ça devrait marcher pour vous. En fait, pour moi,
il y a une grosse partie du problème là. Et c'est ce qui fait que derrière, quand on partage juste sa réalité en disant, bah non, bah, juste je fais comme ça, on se reçoit des gens qui disent, oh là là, mais moi, mais très bien, je veux dire, fais pas comme moi, il n'y a pas de souci. Je plus sois quand tu dis ça. Ah non, mais enfin, vraiment, parce que en fait, c'est exactement comme le sujet, c'est un petit peu similaire, je trouve, comme le sujet du partage de chiffre d'affaires, tu sais, sur les réseaux sociaux. Mais oui, ça veut En tellement fait, rien dire. Oh là là. c'est ça. Arrêtez de Ouais, partager un chiffre si vous n'y mettez pas les charges, les investissements, si vous n'expliquez pas comment, pourquoi. Et en fait, c'est exactement la même chose avec ce que tu dis là. Il ouais, faudrait qu'on du mette contexte. des explications derrière, Ouais. qu'on explique. Et alors en plus, le discours de ça a marché pour moi et donc achète mon produit et fais pareil, ça me rend dingue. Parce qu'en fait, ce Ouais. n'est pas possible. Il n'y a pas, dans l'entrepreneuriat, c'est pas vrai. Il n'y a Il pas n'y a de aucune méthode roadmap, il n'y a pas de générale. Ouais. roadmap globale qui est la même pour tout le monde. À la Mm. limite, peut-être les seules choses qu'il y a en commun, c'est, et on l'a dit tout à l'heure, c'est construire son offre et trouver ses Trouver des produits. clients. Mais pour ce qui est de comment tu fais pour trouver tes premiers clients et comment tu fais pour construire ton offre et ton offre starter, bah, pour moi, ça va dépendre de où sont tes points forts, quelle est ta Mm. vie d'avant, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes moins bien faire, quelle est ta vie, quels sont les moyens que tu as dans ta possession maintenant. Et donc, automatiquement, ça ne peut pas être la même roadmap. Donc, Ben oui. je crois que s'il y avait un message à retenir, je pense, de notre échange, c'est genre, un, la nuance, et deux, la transparence. En fait, il Oui. faudrait simplement que, Oui. OK, on peut partager le fait qu'on a réussi des choses, je dis on, hein, mais de façon générale. Mm. Mais par contre, mettons du contexte, quoi. Mais tu vois, ça rejoint la question que je vous posais tout à l'heure et c'est peut-être ça la clé aussi. C'est-à-dire que si tout le monde partageait un peu plus ses expériences avec du contexte, ça éviterait peut-être que quand on explique qu'on a démarré son activité et que ça n'a pas été particulièrement dur, mais en expliquant, ben voilà, je fonctionne comme ça, mes compétences c'était ça, voilà comment j'ai fait précisément et voilà pourquoi ça a marché pour moi et pourquoi c'était facile pour moi. Bah, quelque part, ça permet aussi que les gens se disent moins, non, c'est pas possible. Parce qu'on on détaille un petit peu tout ça. Et moi, Pauline, je te rejoins parce que quand j'ai développé ma slow boîte, mais même mon business freelance, ça n'a pas été particulièrement difficile en soi. Il y a eu d'autres choses qui ont été difficiles, mais qui n'étaient pas le trouver des clients, etc. Moi, c'était plus la maternité en parallèle, où c'était un peu le bordel. C'est une question de ouais, être transparent et donner les détails. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne donne pas tellement les détails parce qu'on s'appuie sur un peu l'extraordinaire. C'est quoi le chiffre clé, le truc qui va un petit peu envoyer du bois. Mais je crois que ça fait Ça fait beaucoup de vendre. mal au final. Ça Mais ça fait, fait ouais, vendre. mais ça fait vendre. Ouais, mais ça fait vendre à qui? À quel Pas type de beaucoup. Pas clientèle? beaucoup Ouais, parce que ouais. c'est ça que tout le monde dit, voilà, j'ai fait ça, ma méthode, etc. Mais après, moi, on est, je pense, complètement alignés toutes les trois. Et je voudrais juste, pour revenir justement sur ta question, et tu viens de faire le parallèle là, sur le fait qu'on devrait un peu plus dire, et je suis d'accord, mais je crois aussi qu'il faudrait arrêter de que écouter, mais qu'il faut se mettre à faire. C'est-à-dire que justement, Oui, dans cette société de consommation de contenu à outrance, faut le dire la vérité, euh, pouvoir avoir des témoignages et des retours d'expérience, comme on vient de le dire, sur le fait que ça peut être simple aussi, qu'il n'y a pas besoin de se fatiguer à outrance, etc. Mais c'est aussi, prenez toutes les connaissances que vous pouvez prendre, mais essayez et faites. essayez, ouais. Parce qu'en fait, à force d'avoir plein d'exemples dans la tête, on est obligatoirement embrouillé. On ne sait plus ce qui est bien ou ce qui est pas bien à faire, on est d'accord, parce qu'on l'a bien vu, l'injonction et l'autre injonction, ça donne un éventail d'opportunités. Bah, ok, j'ai pris ça, ça me parle, j'essaye, je fais, ça marche pas, je recommence. Test and learn, c'est vraiment un mojo group. Mm. Parce que, encore une fois, il y a tellement de possibilités que oui, il faut mettre du contexte, oui, il faut dire la vérité dans sa globalité. Donc, c'est le 360 et c'est juste pas un extrait, mais c'est aussi Mm. derrière, dans l'action. Et Pauline, tu vas pas me dire le contraire, Non. mais c'est pour aller dans l'action pour voir justement et comprendre si ça fonctionne ou pas. Et peut-être que moi, j'ai besoin, j'ai utilisé volontairement ce terme-là, de travailler 50 heures par semaine, pendant que toi, alors, en 25 heures, tu as fait le tour et c'est OK à partir du moment où on se sent bien. Exactement. En fait, Donc, c'est enfin, ça. Le seul indicateur qui compte, c'est son corps et son mental et comment on se sent soi. Et à partir de là, il n'y a pas de généralité. Euh, Enfin, ouais, on s'épanouit tous différemment. Ça dépend de ce qu'on a dans sa réalité de vie. Et juste pour boucler, parce qu'on parlait d'objectifs et de vision, et je crois que souvent, on,
on va projeter son modèle en fonction de la vision qu'on a. Et moi, je trouve que très souvent, on va beaucoup travailler sur la vision à 3-5 ans, mais se poser la question de, j'ai envie dès maintenant, dès demain, mon quotidien, j'ai envie qu'il ressemble à quoi? C'est-à-dire que oui, j'ai envie que dans 1 ou 2 ans, il ressemble à ça et je vais mettre en place les actions pour ça. Mais comment j'ai envie que le chemin il se déroule? Quel cadre je pose? Et ça, déjà, c'est une grosse partie de ça, parce que si on a identifié ses limites, par exemple, et qu'on se dit, bah, moi, par exemple, j'ai pas envie du tout de travailler avec les gens qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, bah, ça, ce qui permet très rapidement d'adapter sa communication, sa manière de vendre, enfin, des petites choses bêtes, hein, mais qui font qu'on va pas attirer, par exemple, les mauvaises personnes qu'on va être obligé de prendre parce qu'il faut bien manger et voilà. Donc, c'est vraiment sa vision à moyen long terme, mais aussi, mais demain, j'ai envie d'entreprendre comment et partir sur ces bases-là. Et c'est ça qui va définir les objectifs business et le business model, etc. Et pas forcément que la vision à 3, 4, 5 ans. Ah, c'est vrai, tu as complètement raison. C'est hyper pertinent ce que tu viens de dire. Parce que c'est vrai que du coup, des fois, on se retrouve, je dis on encore une fois, mais nous, les entrepreneurs, on se retrouve à courir après quelque chose et Oui. sans jamais profiter du maintenant, quoi. Sauf que si tu Eh profites bien, ouais. du maintenant, ça va être C'est le la cas. seule chose qu'on maîtrise, en fait. C'est la seule chose qu'on maîtrise à peu près, à peu près, parce que bon, on maîtrise quand même pas grand-chose au final. Mais non, mais surtout que je trouve que euh, ça met moins de pression sur l'atteinte du résultat pour nous satisfaire. Et en fait, on a l'impression que travailler dur, ça donne plus de saveur au résultat. Moi, je crois surtout que plus on travaille plus dur et plus on a besoin du résultat, parce que si on a travaillé dur, qu'on a souffert et qu'en plus le résultat est pas là, mais c'est tellement dur, quoi. Enfin, c'est un peu la deuxième claque. Alors que si on a pris du plaisir dans le processus et qu'on a souffert de manière tout à fait, je dirais, comme dans la vie en général, et sans s'en Oui, remettre des couches, et bien, même si on n'a pas les résultats, on a encore de l'énergie pour s'en relever. Et on a au moins profité sur le chemin, quoi. Je trouve qu'on se met une pression sur ouais, l'atteinte des complètement. objectifs. Et tu vois, Marie, c'est ça que je te disais. En fait, toi, t'aimes juste travailler aussi indépendamment des objectifs. T'aimes ça, quoi. Et c'est ça qui est génial et ça qui est important. C'est hyper important d'avoir un boulot où juste le fait de travailler, ça nous fait du bien. Et c'est Exactement. ça qui rend ça moins dur aussi. Et ça n'empêche pas d'avoir des résultats, la preuve. On est tout à fait Complètement. d'accord. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup les filles. Honnêtement, je pense que cet échange va faire beaucoup de bien à beaucoup d'entrepreneurs. Ben, Sincèrement, j'espère, ouais. je pense parce J'espère que aussi. on a abordé vraiment les deux phases de la pièce, on peut dire. Ouais. Et donc voilà, je compte sur nous. Déjà, nous, ça commence par nous pour ben voilà, mettre de la nuance moi, j'essaye de le faire, mais des fois, c'est pas toujours facile sur un post LinkedIn où t'es limité, tu vois, sur un sujet. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps sur cet échange. On mettra vos petits liens directement sur l'épisode. Et voilà, merci beaucoup les filles. À très vite. Ben, merci beaucoup à toi, Pauline. Merci, Marie. Merci les filles. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.